jeunes filles, là où on parlait de personnes de 18, 19, 20, entre 40 et 60 ans, là, les choses basculent, ça remonte un peu. Hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a 1 million de cas nouveaux dans le monde de cancer. Tous les ans, vous prenez la population mondiale, vous avez 1 million de cas nouveaux et il y aura autant de décès comme tel. Et dans ce million-là, la France représente à peu près 42 000. Les chiffres ici, on les saura. Hein, j'ai discuté avec, comme je vous disais au début, avec mes confrères. J'ai eu une partie du registre qui est très très intéressant. Et c'est quelque chose qui va nous apprendre beaucoup de choses et peut-être à l'horizon profiler un peu la politique de santé sur le cancer. Parce que sans information comme ça, on ne peut malheureusement pas avancer. Hein. Et malheureusement, vous avez 1 million de nouveaux cas dans le monde, vous avez 250 000 décès par an de cancer du sein. Donc 42 000 en France, 12 000 décès en France, 42 000 cas nouveaux, 12 000 décès. Vous voyez un peu la répartition, 110 ans. Alors, il y a une variation importante avec l'âge. On sait que les 2/3 des cancers du sein surviennent après 50 ans. Je dis bien les 2/3. Hein. On voit des cancers du sein à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans. On en a vu dans le dépistage une qui avait 27 ans, je crois. Oui, voilà, 27 ans. Donc, s'il y a un examen, s'il y a un dépistage qui est gratuit, pour lequel on n'a besoin d'aucun médecin, c'est le cancer du sein, mesdames. Je vous expliquerai comment. L'âge moyen en France, c'est 61 ans. Je pense qu'au Congo, on n'est pas loin. Et la variation dans le temps, à peu près 2%. Voilà, comme je vous disais, l'incidence du cancer en fonction de l'âge, on sait que c'est sensiblement entre 47 et 73 ans. Dans cette période-là, on a le plus gros de cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez la femme avant l'âge de 75 ans. D'accord ? Le cancer du col, je vous ai dit que c'était l'une des premières causes de mortalité, mais la première cause, c'est le cancer du sein. Donc plus de 12 000 décès en France, et on sait qu'en Europe, il y a une stabilisation, voire une décroissance, pour ces politiques que je vous disais. Hein, on a des chiffres, on a l'âge, on a les éléments, on peut agir. Donc on agit vers une politique de santé qui permet effectivement d'arriver à une décroissance de cette pathologie. Alors, pourquoi dépister effectivement les cancers? Parce que c'est une maladie, ce sont des maladies mortelles avant tout. On sait qu'en Europe, près de 85% des patients vivent au-delà de 5 ans. Mais toute forme de cancer du sein, parce que vous avez, dans les cancers du sein, vous avez des cancers du sein, si j'ose m'exprimer, graves, moins graves, graves et très graves. D'accord ? Dans les moins graves, c'est une boule que vous découvrez. Il n'y a pas une atteinte des ganglions, puisqu'on a des ganglions au niveau de l'aine, au niveau axillaire. Vous découvrez une boule, et puis cette boule-là est traitée sans problème. Il y a des cancers qui vont se manifester sous forme de boule, avec des lésions qui vont apparaître un peu partout. Ceux-là sont graves. On les traite, on peut sauver effectivement la femme. Mais il y a ce qu'on appelle les formes lymphophiles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune boule. C'est une infiltration d'une masse à travers le sein qui est très très envahissant, qui va toucher la personne très jeune. Celle-là, elle est foudroyante. Quand on découvre, on traite les gens, dans le mois qui suivent, ils ne sont plus là. Donc, tous ces cancers-là peuvent être traités s'ils sont dépistés à temps. Mais le pronostic de ces cancers dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'âge. Si on vous découvre un cancer à 80 ans, on va plus facilement le traiter qu'un cancer de la jeune fille de 25 ans. D'accord ? La taille de la tumeur, une petite tumeur, par logique, on va facilement la traiter.
le grade, comme je vous disais, hein, et puis bon, les fameuses à tête ganglionnaire, et également les récepteurs hormonaux. Hein, aujourd'hui, on sait pertinemment, il y a une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, je crois que les Congolais sont très au courant de ce fait-là, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le fait des caresses notamment, hein, le fait de caresses du sein chez la femme, ne fût-ce que 2 fois par semaine, suffit quelquefois à ralentir le risque de cancer du col du sein, le cancer du sein, pardon, excusez-moi. Hein, ça permet effectivement de baisser le pronostic. Mais on sait que ça se fait à travers ce qu'on appelle des récepteurs hormonaux. Ça restera effectivement des études à venir, à nous, médecins, de pouvoir prouver la réalité de ce qui a été avancé aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, bien sûr, le sexe est un facteur pronostic. Certains me diront, mais oui, le cancer du sein, oui, les hommes aussi font le cancer du sein, messieurs. Ça existe chez l'homme, le cancer du sein. Voilà. Il est exceptionnel, mais il existe. Donc, le sexe, c'est de bons pronostics quand c'est chez la femme que chez l'homme. L'âge moyen est de 60 ans. Donc, les antécédents personnels, c'est-à-dire l'histoire du cancer au sein de la famille, c'est ce qu'on appelle les antécédents personnels. Au sein de la famille, les antécédents familiaux, les antécédents personnels. Si on a déjà eu un cancer et qu'on a été guéri de son cancer, on a beaucoup plus de risques de faire un cancer que quelqu'un qui n'en a jamais eu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'antécédent personnel. Il y a d'autres facteurs qui vont intervenir là-dessus. Ça va être le tabac, les femmes qui fument, ou les femmes qui ont ce qu'on appelle un tabagisme passif, voilà, les exposent à cela. Il y a les facteurs alimentaires également qui interviennent. Mais là, les facteurs alimentaires, ce sont les aliments, j'allais dire, infestés par les pesticides, par un certain nombre de produits chimiques qu'on utilise dans l'agriculture en particulier. Alors, les antécédents personnels, comme je le disais, c'est le risque de la récidive. Hein, c'est-à-dire que quand on a fait un cancer, on a été soigné, on est guéri, on a 4 à 8% de malchance que ça revienne dans les 5 ans qui suivent. Et 10% de malchance que ça revienne, que ça récidive dans les 10 années suivantes. Alors, il y a également les risques d'irradiation. Hein, donc des gens, ici au Congo, on n'est pas concerné par ce problème-là, c'est en Occident. Le moins de problème, on court chez le radiologue ou chez le médecin, je veux faire une radio. Donc les irradiations est une très mauvaise chose. Hein, ça rentre dans les facteurs de risque des cancers d'une façon générale. Il y a, la bombe atomique, ça c'est des problèmes plutôt japonais particulièrement. Le risque familial est lié, aujourd'hui on le sait, à des chromosomes. Hein. Je vous passe toute cette science-là, elle ne vous intéresse pas beaucoup. Mais la seule chose que je vous dirais, c'est que si dans votre famille, vous avez 3 cas de cancer, je dis bien 3 cas de cancer, chez un parent de premier ou de deuxième degré, c'est-à-dire, ou si vous avez 2 cas de cancer chez un parent de premier degré, et si son âge est inférieur à 40 ans, le risque pour vous est très élevé d'en avoir un. Je m'explique. Je suis une femme. J'ai ma mère qui a fait un cancer. J'ai ma sœur qui a fait un cancer. J'ai ma grand-mère qui a fait un cancer. Eh bien, j'ai un risque très très élevé de faire un cancer. Je suis une femme de la même façon. Ma mère a fait un cancer à 35 ans. Et puis j'ai une sœur qui a 40 ans, qui fait un cancer également. J'en ai 2 dans ma famille. Le risque est très élevé pour moi-même d'avoir un cancer et je dois me faire surveiller régulièrement. D'accord ? Après, il y a ce qu'on appelle les risques modérés.
j'ai un cas d'un parent, un seul parent qui a fait un cancer, même si ça a moins de 40 ans, c'est un risque modéré, ça nécessite quand même une surveillance. Alors, attention mesdames, si vous avez des parents qui ont fait des cancers à 80 ans, considérez pas cela comme étant un risque. D'accord? Le risque, lui, n'existe que pour des parents jeunes. Alors, ça, je vous passe tout ça. Alors, je vous passe tout ça. Chercher une maladie à un stade relativement précoce. Alors, mais pourquoi dépister le cancer du sein ou le cancer du col ou le cancer de la prostate? Enfin, la prostate, c'est un peu particulier. Cancer du côlon en Europe. Mais pour une raison simple, c'est que ce sont des cancers qu'on sait soigner. Si c'est dépisté tôt, on les soigne. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces campagnes. Il y a quelques années, on ne parlait pas de campagne de cancer du col de l'utérus. Parce qu'on ne savait pas les soigner. Vous allez dépister quelqu'un. Vous allez lui dire, oui madame, vous avez un cancer, mais je ne peux pas vous soigner. Qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi vous m'avez dépisté? Voilà. Donc aujourd'hui, on sait soigner. Donc, on vulgarise cette parole-là en disant, dépistez-vous, nous on vous soignera. Alors, bien sûr, c'est une maladie fréquente. Avant de pouvoir être dépisté, il faut effectivement qu'il y ait suffisamment, qu'on connaisse suffisamment l'histoire de la famille à travers le cancer. Parce que c'est de cette façon-là que vous allez faciliter le travail des médecins. Si vous arrivez et qu'il y a eu des cancers dans la famille, vous ne le saviez pas, ou vous l'avez oublié, ou vous l'ignorez, bien évidemment, le médecin va dépister. S'il a des doutes sur des choses, il va vite y passer en disant, tiens, il n'y a pas de problème dans la famille, donc c'est rien du tout, je vais simplement surveiller, alors que vous êtes déjà en train de faire un cancer. D'accord? Alors, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'autopalpation. De temps en temps, je me lève, je me palpe, je palpe mes seins, en sachant que le cancer, lui, va davantage, en majorité, je dis bien, c'est développé dans le cadre supéro-externe. C'est-à-dire, vous prenez votre sein, vous le coupez en 4, d'accord? Vous faites une croix à partir du téton. La partie haute et externe, c'est celle-là qu'il faut palper. Parce que souvent, c'est là que le cancer se développe. Donc, vous palpez le bas comme ça. Le haut, vous ne pouvez pas le palper comme ça avec la pointe des doigts. Vous croisez pour palper le haut. Vous le faites comme ça. Vous vous allongez également. Vous le faites allonger. Une fois que vous avez fait ça, si vous constatez quelque chose d'anormal, vous courez voir votre médecin, vous voyez avec lui, et le seul examen valable pour pouvoir poser éventuellement le diagnostic, c'est la radio, la mammographie, éventuellement complétée par une échographie. Une fois qu'on a la certitude qu'il y a quelque chose, on va ponctionner. On ponctionne, on analyse. À l'analyse, on vous dira il y a un cancer. Et en ce moment-là, les médecins vous proposent un traitement. En tout cas, ça, nous on en fait dans nos interventions, mais on fait la palpation simplement, et on apprend aux femmes à faire l'autopalpation, et charge à elles par la suite de pouvoir faire un certain nombre d'examens, même si je sais que les femmes qu'on avait dépistées avaient été prises en charge sur le plan radiologique. Voilà. Conférence. Je tiens, au nom de M. le directeur général empêché, à adresser mes sincères félicitations au docteur et à l'association SOS Femmes Elikia d'avoir eu cette initiative et de nous avoir entretenus sur le cancer qui est aujourd'hui un problème de santé publique. Pour la plupart d'entre nous, le cancer, c'était une maladie qu'on découvrait à travers les films, à travers les téléfilms. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, c'est à chacun de vous, à chacun de nous, de s'approprier tout ce qui a été dit ici, de se retrouver dans sa famille, dans son environnement naturel et de prendre le relais. Et je pense qu'il est aujourd'hui
rentable pour la société de dépister que de gérer les cas de maladie. Donc c'est à chacun de nous de contribuer à sa manière à la réduction des charges en allant se faire dépister pour que très tôt dépister, que la société ne se mette pas à dépenser autant d'argent pour soigner les malades. Donc la balle est dans le camp de tout un chacun de nous. Encore une fois de plus, docteur, nous vous remercions pour cette brillante santé.